Et maintenant, pour terminer, quoi de mieux que de parler d'engagement, encore une fois. Et là, on est avec Catherine Ouellette-Cummings, autrice du nouveau livre de la collection Radar paru aux éditions Éco-Société, Passer à l'action. Bonjour Catherine. Bonjour. Très heureuse de te recevoir au micro de l'effet durable ce matin. Oui, moi aussi. Donc, Catherine, tu as déjà publié des textes dans plusieurs magazines québécois. Tu es également la cofondatrice et éditrice du magazine jeunesse Grilled Cheese, qui connaît un beau succès chez moi, en tout cas, là, je sais pas pour d'autres personnes. Et Passer à l'action, c'est ton premier essai. En couverture du livre, il y a la mention aussi, il y a 1000 façons de s'engager. S'impliquer, c'est développer sa solidarité et participer à quelque chose de plus grand que soi. C'est quoi ton rapport à l'engagement et quelle place cela prend-il dans ta vie? On dirait qu'en commençant mon projet, j'avais pas nécessairement réalisé à quel point l'engagement prend une place dans ma vie, mais finalement, c'est une présence constante depuis, au moins depuis l'école secondaire, tout au long là, de ma vie. Depuis le secondaire, je me suis engagée de différentes façons, dans différents organismes ou puis sur différents sujets aussi, selon un peu ce que je vivais, etc. Donc, ça me suit depuis ce temps-là. Donc, depuis pas mal d'années quand même. Depuis pas mal d'années. Puis ça occupe une grande place dans ta vie, cet engagement-là? Bien, c'est une place on dirait qui est naturelle dans le sens que ça me suit, puis c'est complémentaire aux autres choses que je fais. Mais oui, c'est une place qui est quand même importante. Hein. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur le sujet, sur ce sujet-là dans une collection comme Radar qui s'adresse beaucoup à un jeune public? Il y a plusieurs raisons. D'abord, mon essai Passer à l'action, c'est le 10e de la collection Radar. Donc, il y en a 9 avant. C'est une collection que j'ai découverte il y a quelques années au lancement de la collection et que j'adore. Je trouve que c'est une super belle collection d'essais qui s'adresse aux ados et jeunes adultes de façon super intelligente avec des sujets qui sont d'actualité, qui sont passionnants, sur lesquels on aime réfléchir. Donc, ça, c'est la première raison. Aussi, moi, je suis mère d'un adolescent qui a presque 17 ans maintenant. Donc, les ados, je les côtoie en ce moment dans cette partie-ci de ma vie et je les trouve extraordinaires. Donc, écrire pour des ados dans la collection Radar, c'était un rêve secret. Avoir l'opportunité de le faire, c'était vraiment extraordinaire. Puis je trouve que c'est un médium qui est intéressant pour parler d'engagement parce que les livres sont super beaux, ils sont accessibles comme je disais, donc c'est quand même une façon de s'informer que je pense qui est pertinente et nécessaire. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. J'adore aussi cette collection, même en tant qu'adulte. Je ne suis plus une jeune adulte, mais j'aime les lire et les dévorer. Ça se lit super facilement. C'est plein d'outils. Puis bravo d'avoir relevé ce beau défi avec brio. En tout cas, c'était le fun de te lire et d'apprendre à connaître ces jeunes-là que tu as rencontrés dans le processus. Pour toi, comment ça se développe, la solidarité, surtout chez les jeunes? Il y en a qui ont beaucoup de préjugés par rapport à la jeunesse, qu'on sent désengagés. Puis là, tu nous amènes un autre regard qui est comme non, il y en a qui sont très, très conscients et qui ont envie de s'engager. Il s'agit de trouver le chemin aussi. Comment ça se développe pour toi, la solidarité? Bien, en fait, comme tu viens de dire, il y a des témoignages de jeunes dans mon livre. J'ai rencontré une dizaine de jeunes qui s'engagent de différentes façons pour différentes causes. Donc, j'ai pu voir en leur parlant que l'engagement, mais c'est tout à fait présent dans la vie des jeunes. Il y a plusieurs jeunes, comme moi je l'ai fait aussi, qui commencent à s'engager à l'école, soit avec des professeurs qui vont proposer des projets ou proposer des façons de s'engager. Des fois, c'est avec des comités aussi. Donc ça, c'est un bon point de départ, mais c'est possible de le faire autrement en sortant de l'école aussi. J'ai des exemples de ça dans mon livre. Ce que je me suis rendu compte, j'étais pas vraiment surprise parce que je suis la mère d'un ado aussi, comme je disais, mais les jeunes, ils sont informés, ils sont intelligents, ils vivent dans le même monde que nous. On vient d'entendre Francis faire une liste non exhaustive de plein de choses qui nous touchent en ce moment, mais les jeunes, ils sont sensibles aussi à ces choses-là. Ils parlaient aussi du mouvement là, de la Grande Marche pour le climat, tout ça, en 2019, qui a été mené par des jeunes. Donc, les jeunes, ils sont engagés. Il faut les écouter. Il faut avoir envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. Des fois, ils s'engagent pas de la même façon que nous, les plus vieilles personnes, on pourrait faire. Puis c'est correct. Ils s'informent pas aux mêmes places nécessairement, mais c'est correct aussi, ça. Donc, de discuter avec les jeunes que j'ai rencontrés et d'autres aussi, ça permet de voir que, ben oui, ils sont engagés. La majorité sont informés, ils ont plein d'idées, puis ils ont des moyens de se mettre en action aussi. Oui. Puis c'est encore une belle démonstration dans ce que tu dis là et dans ton livre de briser les silos générationnels. On est beaucoup
comme dans notre tranche d'âge, avec des personnes qu'on connaît, puis on sort difficilement de ces milieux-là. Puis là, en ouvrant ça, puis en partageant, bien, on a à s'apporter, c'est pas nous versus les jeunes ou inversement. Là, tout à fait, tout à fait. Il y a Sandrine Giroula, qui est une militante environnementale, que j'ai rencontrée pour mon essai. Puis à elle, justement, je lui demandais, est-ce que les jeunes ont le pouvoir de changer le monde? Puis elle me disait, mais oui, les jeunes peuvent changer le monde, mais pas tout seuls. Il faut travailler ensemble dans des façons d'apprendre l'un de l'autre puis de collaborer parce que les personnes retraitées vont peut-être avoir plus de temps, d'autres personnes vont avoir plus de moyens financiers. On a des parents avec des jeunes enfants vont s'engager d'une certaine façon, des groupes de jeunes vont s'engager d'une autre façon. Mais c'est tout le monde ensemble qu'on va faire avancer les choses. Oui. Puis ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir justement à ce que tu dis par rapport à être en silo dans des chambres d'écho. C'est important de se retrouver ensemble, puis d'échanger, puis d'apprendre les uns des autres, justement. Oui, en générant ces possibilités-là, ces moments-là. Et qu'est-ce que tu vois comme fil conducteur dans l'engagement ou comme dénominateur commun entre les jeunes dont tu présentes les histoires dans ton livre? Mais au départ, j'ai l'impression qu'ils avaient tous envie de changer quelque chose ou d'essayer quelque chose de nouveau. Mais à travers l'engagement, ils et elles m'ont tous parlé de la communauté qui s'est créée, que ce soit dans une école secondaire. Il y a Agathe, qui est dans le premier chapitre du livre, qui parle de son engagement avec la comédie musicale. Puis elle a été la première à me dire... oui, bien finalement, on est des élèves de plusieurs niveaux, puis on se côtoyait pas avant, mais avec la comédie musicale, on se côtoie. Maintenant, on se voit dans l'école, ça fait une espèce de réseau de soutien aussi. On peut échanger des expériences, on peut s'entraider s'il arrive quoi que ce soit. Donc, cette idée-là de communauté, de se regrouper, de trouver des gens avec qui on partage des intérêts ou des valeurs, ça a été dans chacun des témoignages. Je pense que la communauté est vraiment au cœur de l'engagement. Oui, oui. Fait que c'est un constat que ces jeunes-là arrivaient à faire, de dire « Hey, je trouve que ma communauté est plus solide, elle est plus diversifiée, elle est riche aussi de savoir et de partage. » Absolument. C'est aidant aussi. On le sait, là, à l'adolescence, mais... Et même plus tard dans la vie aussi, là, on est confronté à toutes sortes de choses, des fois des défis, tout ça. Donc, de se retrouver en communauté, ça aide à passer à travers tout ça, finalement, puis à échanger, partager les bons coups aussi. Oui. Ça. Donc, ça, c'est très fort dans chacun des témoignages. Oui, mais ça se sent aussi, c'est ça, à travers les récits, comment tu les rapportes également. Il y a ton fils Henri, dont tu as parlé brièvement, et qui, dans le livre également, qui fait partie des histoires de ton essai, et qui a réussi à mettre en place un projet de ruelle verte, là où vous habitez. Ruelle qui est encore là, qui a fait des petits, qu'on pourrait dire même, qui a inspiré d'autres ruelles. Et qu'est-ce que ça te fait de voir ton enfant s'engager, ou qu'est-ce que ça te fait à l'époque de voir cet engagement-là de sa part, générer des projets qui sont transformateurs, fédérateurs? Bien, j'étais très impressionnée parce que, bon, il y a presque 17 ans maintenant, mais au début du projet de ruelle verte, il y avait quand même 12 ans. C'était pas si grand que ça. Puis, ce qui m'a impressionnée, c'est de voir le leadership qu'un jeune de 12 ans peut prendre. Il est allé sonner, il s'est entouré de gens, il est allé sonner aux 180 maisons de la ruelle pour obtenir les signatures, pour faire passer le projet. Puis, c'est un projet dont on avait parlé à la maison, puis que, bien honnêtement, puis je le dis dans Passer à l'action aussi, ni moi ni son père, on avait envie de lancer parce que l'idée de sonner à 180 portes, on se doutait qu'on aurait des refus à essuyer. C'était comme un peu trop, ou en tout cas, à ce moment-là, on avait dit non. Si le projet va de l'avant, on s'impliquera, mais on le sentait pas. Puis lui, il a dit, OK, ben moi, je vais le faire. Puis j'ai trouvé ça extrêmement audacieux, très impressionnant, d'autant plus qu'il a réussi. Et il n'a pas été bien reçu nécessairement partout, malgré le fait qu'il était petit. Et puis, ça m'a permis de voir qu'un projet comme ça, une ruelle verte, ben dans notre cas, ça a eu des effets vraiment à long terme. La communauté, encore une fois, s'est vraiment resserrée autour du projet de ruelle verte. On a appris à mieux connaître nos voisins, nos voisines. Il y a eu des échanges qui se sont faits avec les gens qu'on croisait sans leur parler nécessairement. Puis on est comme dans une ruelle qui est assez longue. Donc, il y avait des gens à un bout de la ruelle qu'on connaissait tout simplement pas, qu'on a appris à connaître. Il y a des amitiés qui se sont développées. Donc, il y a toute cette communauté-là. Puis en plus, ça a vraiment sécurisé la ruelle qui est sur le chemin direct vers l'école. Donc maintenant, on voit les familles qui passent, des familles qui reviennent régulièrement, à qui on dit bonjour, qui n'habitent pas nécessairement à côté de chez nous non plus. Donc, ça resserre le tissu social. Ça m'a impressionné de voir qu'un projet en apparence peut-être
pas si grand que ça, ou c'est pas, qui implique pas nécessairement tant de gens que ça, mais ça a quand même des retombées directes puis concrètes sur le bien-être collectif. Puis ça m'a beaucoup impressionné, en fait. Oui, oui. Puis j'imagine que ça doit être extrêmement formateur aussi pour Henri, ne serait-ce que les refus reçus aussi, parce que c'est quelque chose auquel on est confronté continuellement dans nos vies, beaucoup dans l'aspect du militantisme ou de l'engagement, d'essuyer des refus puis de se dire, OK, bien, je vais en prendre un chemin, puis je vais trouver comment le faire, puis je vais persévérer à travers tout ça. C'est incroyable. Ben oui, tout à fait. Puis, c'est impressionnant. Ça le suit maintenant aussi. Là. Il continue à s'engager d'autres façons là, dans le conseil jeunesse de notre arrondissement. Il s'implique un peu plus dans des instances politiques aussi. Puis, je le vois que ça lui a permis de prendre de l'assurance, d'avoir envie d'essayer des nouvelles choses. Puis ça, c'est très beau à voir. Puis c'était vrai dans son témoignage, mais ça s'est retrouvé dans d'autres témoignages aussi dans mon livre. Ce que ça apporte de s'engager, justement. Là. Oui, définitivement. Et puis, pour me permettre un petit extrait, justement, suite au récit de Henri par rapport à la ruelle verte, à ce projet-là, tu écris « C'est comme si en travaillant ensemble vers un objectif commun, on avait pris conscience de la force de la communauté et que ça avait éveillé en nous une empathie nouvelle et un désir d'apprendre à nous connaître et à nous entraider. » Ça, j'ai trouvé ça super beau et puissant parce que on manque cruellement d'empathie entre nous, puis on se connaît pas. Puis du moment qu'on commence à se parler, puis vraiment, là, pas à travers les médias sociaux, en personne, juste de dire bonjour, d'échanger quelques mots, là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se transforme complètement. Exactement. Dans le cas d'une ruelle verte ou dans un quartier comme ça, mais les voisins, tout le monde est occupé, tout le monde va travailler, tout le monde fait ses affaires. Finalement, on se croise pas tellement. On peut s'imaginer un paquet d'affaires sur nos voisins, nos voisines, ou même ne jamais y penser. Mais quand on commence à se voir, on voit qu'on est des personnes, on peut échanger, on a beaucoup plus de points communs que de points de discorde, finalement. Donc, ça permet de justement créer des espaces où on se sent bien. On habite là, c'est le fun de pouvoir se sentir bien et soutenu, puis aussi, s'il arrive quelque chose, bien, on peut quand même compter un peu sur les gens autour de nous parce qu'on les connaît. Donc, ça aussi, c'est aidant dans un esprit de communauté et de bienveillance. Oui, puis ça doit enlever un certain poids, une certaine charge, une certaine inquiétude qu'on pensait même pas qu'il existait en nous, mais que finalement, tu es comme, hey, il me semble que je me sens plus détendue dans mon milieu parce que je le sais qu'on peut compter les uns sur les autres. Ça me stresse moins, j'ai moins de charge mentale ou émotive par rapport à mon environnement immédiat, par exemple. Donc, l'expérience d'Henri en est une qui est très positive à plein de niveaux. Qu'est-ce que ça apporte personnellement de s'engager? Ça a été quoi les constats et qu'est-ce qui ressort pour toi? Bien, ce que j'ai ressenti, moi, comme personne, mais que j'ai vu aussi dans les témoignages des jeunes que j'ai interviewés, bien, il y a toujours l'idée que, par l'engagement, on apprend des nouvelles choses, puis on développe des aptitudes. On parlait de leadership, mais ça peut être toutes sortes d'aptitudes qui peuvent être développées. L'engagement, c'est aussi, ça contribue à réduire l'éco-anxiété, par exemple, dans le cas de l'engagement environnemental, mais l'anxiété en général. Pour des jeunes qui s'impliquent dans l'école, par exemple, ça peut réduire le stress qui est associé à aller à l'école parce que tout à coup, l'école devient autre chose que simplement un milieu où on va suivre des cours, faire des examens, recevoir des notes. Ça devient un milieu de vie aussi, un milieu sur lequel on peut reprendre un certain contrôle. Il y a un témoignage, c'est Marianne Chapado, qui est une jeune fille de Québec, qui a créé un comité dans son école, puis elle m'expliquait comment créer un comité dans son école. Puis pour faire ça, bien, elle a dû rencontrer des profs, elle a dû monter un dossier, elle a dû rencontrer la direction, etc. Mais juste de faire ces étapes-là, ça te permet de mieux comprendre comment fonctionne ton milieu, de te faire des alliés dans ton milieu aussi. Donc après ça, aller à l'école, faire ton examen, peut-être que c'est peut-être stressant de faire l'examen, mais c'est dilué dans une espèce de tout plus grand que ça. Et que ça aide aussi à ce niveau-là, je pense, de s'engager. Ben oui, particulièrement dans un milieu scolaire, à l'adolescence, où est-ce que, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme étant un milieu collectif et communautaire du tout, tu sais, ma scolarité au secondaire, par exemple, mais on y passe tellement de temps. Exact. À tous les jours, on s'y rend, on a l'obligation d'y être. Mais ça peut se transformer en un projet qui est merveilleux. Tu sais. Puis moi, c'est par les arts que c'est passé. Donc, ma communauté, elle était là à travers le théâtre. Mais c'est ça. Donc, je trouve ça... Oui, tout à fait. Ça permet de rencontrer des nouvelles personnes aussi dans la communauté des arts, comme tu dis, ou même en sport ou en robotique. Oui, effectivement.
Et le tissu social, on l'a déjà mentionné à quelques reprises depuis le début de l'entrevue, est beaucoup mis de l'avant dans ton livre, dans plusieurs contextes aussi. On en entend plus parler du tissu social. Il est vraiment remis dans la conversation. Comment est-ce que tu le définirais et comment définirais-tu ce que l'engagement apporte à sa construction et à sa solidification? Quand on parle de tissu social, on parle de l'ensemble des relations qu'on tisse autour de nous. Donc, on tisse le tissu. J'aime imaginer que l'engagement permet d'ajouter des nouvelles mailles dans ce tissu-là ou des mailles qui sont plus douces ou plus solides. Donc, quand notre tissu social est plus fort autour de nous, on a le réflexe de s'entraider, ça peut apporter un sentiment de sécurité, de bien-être, on est bienveillants les uns envers les autres, on peut compter les uns sur les autres aussi dans un contexte de crise climatique, mais ça permet d'être là les uns pour les autres aussi. S'il y a des pluies diluviennes qui causent du dommage chez un voisin ou une voisine, on peut aller l'aider, par exemple. Donc, c'est ça, je pense qu'un tissu social fort est enveloppant, ça peut devenir une belle couverture. Oui. C'est bien dit. Et il y a aussi quand même l'aspect que tu abordes dans ton livre, en toute transparence et honnêteté. L'engagement, c'est pas toujours rose. C'est important d'en parler, essentiel même. C'est quoi les défis rencontrés, les freins à l'engagement et à la mise en place de projets engageants qui sont ressortis dans les conversations? Il y en a plusieurs qui viennent de différentes directions. Il y a des freins qui sont extérieurs. Par exemple, un engagement dans une école, si la direction d'école s'oppose à des projets, aussi dans un engagement pour une ruelle verte, par exemple, il y a des voisins, des voisines qui appellent la ville tous les jours pour faire dérailler le projet, bien, ça peut nuire à l'engagement, ça peut devenir décourageant aussi. Il y a des freins qui sont systémiques aussi. Si on subit de la discrimination, si on a des enjeux socio-économiques, etc., bien, on peut peut-être pas s'engager de la même façon. Ça peut être plus difficile aussi, puis c'est tout à fait compréhensible. Un ado ou un jeune adulte qui a des difficultés scolaires, bien, il va avoir beaucoup d'énergie qui passe dans ça, puis peut-être qu'il en restera moins pour l'engagement aussi. Donc, il faut être conscient de ça. Tout le monde n'est pas égal face à l'engagement. Ensuite, il y a les propres limites. Puis c'est Laurie qui était là un petit peu plus tôt qui parlait de sa dépression ou tout ça. Bon, mais ça arrive en engagement aussi. Il y a le bien connu burn-out militant qui survient quand, à force de se battre contre des causes tellement grandes, puis ça change pas nécessairement si vite, ben oui, on peut s'essouffler, on peut se brûler. Donc, ben j'en parle aussi, c'est important de respecter ces limites, d'essayer de les identifier et de pouvoir les respecter aussi, de s'entourer pour y arriver. Absolument. On arrive déjà à la fin. Je prévois toujours trop de questions. J'ai bien trop de choses à demander. Ton livre était si passionnant et bien écrit. Merci. Je tiens à te remercier, Catherine, pour ce livre et pour ta prise de parole aujourd'hui avec nous à l'émission. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, et j'invite tout le monde à se l'acheter, même adultes, enfants, jeunes, pas jeunes. Passer à l'action de la collection Radar aux éditions Éco-Société. Et j'étais en présence de Catherine Ouellette-Cummings. Encore une fois, un grand merci à toi. Merci.